Bonjour Pascal. Bonjour. Bon, je me présente. Alors, moi, je suis dans ces nouveaux métiers qu'on appelle l'expérience client. Euh, c'est un poste qui a été créé il y a 4 ans au groupe Figaro. Et moi, je viens des études et du marketing. J'étais anciennement directrice marketing chez Lagardère et ensuite au Figaro à la régie. Et je suis depuis 4 ans directrice de l'expérience client. Je m'occupais surtout en fait des études au marketing. Euh, et j'ai une formation vraiment très études. Donc, je m'occupe aussi des études éditoriales et je me sers aussi de MyFeedback pour toutes les études éditoriales. Je vais lire les questions pour animer un petit peu notre Ouais. échange. La première question posée était à quoi vous sert l'outil? Quelle est votre utilisation de la plateforme MyFeedback? Oui, il me sert d'abord à la connaissance des clients et ensuite aux études éditoriales. Donc, il y a deux grandes choses différentes qu'on peut classer en deux types de métiers, en fait. C'est la mesure d'expérience client en continu et puis après la connaissance client ou tous les types d'études éditoriales que je veux faire. Et cette plateforme, après, enfin, moi, c'est mon outil quotidien. J'arrive le matin, j'ouvre my feedback et je regarde si j'ai bien tous les retours en continu et je regarde où en sont mes retours euh, et puis ne parlons pas de tous les rapports qui arrivent et toutes les alertes. Voilà. Et après, bah, évidemment, comme je centralise tout toute seule pour le groupe, je transmets aux personnes concernées bah, toutes les remontées clients. Ça peut être à la fois le service relation client, ça peut être des verbatims en ligne qui remontent suite à une étude online au moment d'une résiliation. Ça peut être au moment de l'abandon d'un parcours d'achat. Et parfois, comme on a des abonnés qui sont très accros et très c'est moi, vous pouvez me joindre sur tel mail, tel numéro de téléphone, j'ai besoin de vous parler, bah, il faut qu'on soit là. Donc ça, je le transmets directement au service client. Et ça se fait au quotidien. D'accord, merci. Et la prochaine question est très bien développée. Quels sont les canaux utilisés pour joindre vos cibles? Donc ici, je pense que c'est la question sur la diffusion de Oui, questionnaires. Travaillez vos différentes cibles, abonnés, bah lecteurs oui, ou prospects. bien sûr. Alors, j'ai d'abord beaucoup travaillé les abonnés, mais en fait, j'ai très vite lancé une mesure de la satisfaction du NPS et de toutes les caractéristiques de navigation, à la fois auprès des abonnés, auprès des prospects, c'est-à-dire ceux qui ont un compte Figaro en ayant donné leur email, très souvent d'ailleurs pour avoir accès aux commentaires des articles, et les lecteurs, ceux qui sont complètement gratuits. Et moi, je travaille ces trois cibles en comparatif chaque mois. Je travaille ces cibles de façon très rigueur étude, en capant pour avoir des échantillons similaires. Et même si c'est pas représentatif à chaque échantillon, le fait que ce soit en continu pose plus de problème. C'est-à-dire que la continuité, on voit d'ailleurs une très très grande stabilité quand on touche à rien. Et dès qu'on change quelque chose, ça bouge. Et donc, on travaille notamment à essayer de développer nos abonnements, alors faire passer des prospects en abonnés, fidéliser les abonnés. On a lancé beaucoup d'études différentes, une mesure différente. On a une mesure on-site en ce qui concerne le parcours transactionnel, avec à chaque fois que quelqu'un s'abonne, on va lui demander s'il a trouvé le parcours simple, euh, facile, rapide, est-ce que ça lui a demandé un effort, quel est le PS, est-ce qu'il en reprendrait, etc. Et ça, on le suit depuis 3 ans de façon continue, tous les mois. Donc, après, moi, ça donne lieu à des reportings globaux de tous les KPI que je mesure pour, par exemple, le Figaro abonné. Et puis, à côté de ça, je le fais sur le particulier aussi, le parcours transactionnel, le parcours d'achat aussi sur TikTok. Tout ça, ça arrive on-site. Les autres canaux que j'utilise, je travaille beaucoup avec les différentes équipes CRM et tous ceux qui ont des fichiers dans la maison parce que c'est une grande maison, voilà. Et euh, on,
soit j'envoie l'email via MyFeedback quand c'est possible et que je travaille sur un panel ou sur un fichier qu'ils me transmettent, qui sont des gens très impliqués, puisque soit c'est des gens qui reviennent de voyage. Alors, il y a aussi Figaro Voyage maintenant, puisqu'on a créé Voyage Help. Donc, tous les retours de voyage, on mesure les satisfactions dans le détail. Et sinon, ça part sur leur soit sur l'application, on met un article spécifique en leur demandant ce qu'ils pensent de l'application. Alors ça, on l'a fait de façon ad hoc, on l'a pas fait en continu, puisque une fois qu'on a mesuré, qu'on a eu 2600 retours en 3 jours, on a une étude ad hoc qui est suffisante pour pouvoir faire des tri, pour pouvoir interpréter et savoir ce qui va bien et ce qui va moins bien. Et puis, en continu, on a la mesure de la satisfaction sur le site particulier, sur le site Figaro, sur Marco Vasco, on va lancer. Sur les maisons de voyage, on va lancer quelque chose de beaucoup plus complexe, qui est la mesure suite au retour du voyage. Et là, on travaille avec une CRM qu'ils ont chez eux, c'est-à-dire que c'est eux qui envoient les emails via Salesforce et qui ensuite remontent dans MyFeedback. Et avec eux, d'ailleurs, on a été beaucoup plus loin puisqu'on a créé des liens avec des API, notamment avec Trustpilot, pour faire remonter le MPS dans Google. Donc tout ça, ça permet évidemment de convertir des prospects. Alors, sur les Figaro Premium, là, pour convertir des prospects, quand ils sont abandonnistes, par exemple, du parcours transactionnel, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut aussi les attraper au moment où ils veulent quitter la page de formulaire. Et au moment où ils cliquent sur la croix rouge, ou en tout cas ils sont dessus, avant de cliquer, on fait apparaître une copine et on leur dit mais vous nous quittez déjà, pour quelles raisons? Et en fait, il faut lister les raisons pour lesquelles ils pourraient partir. Et à chaque fois qu'ils cliquent sur une raison, on leur donne une réponse. Et là, on s'est aperçu que c'était extrêmement efficace puisque on s'apercevait que 2 jours plus tard, ils revenaient et significativement, ils convertissaient beaucoup plus. Après, on a aussi lancé auprès de ceux qui résiliaient pour avoir les raisons de résiliation. Et en fait, on en a récupéré plein. Parce que il y en a plein qui résiliaient en disant oui, mais il n'y a pas ci ou pas ça. Et en fait, le service client les rappelait au téléphone et on arrivait à les garder. D'accord, voilà. C'est très intéressant. Nous avons une petite question de précision de la part d'Alexis. Comment avez-vous déterminé la taille d'échantillon et sa représentativité? Oui. Et qu'est-ce que vous voulez dire par en continu? Est-ce que c'est la mesure quotidienne? Non. Alors, en continu, c'est par exemple sur la mesure de la satisfaction du site, on a capé de manière à ce que chaque mois, j'ai 500 répondants abonnés et 500 répondants gratuits. Même si les gratuits représentent 21 millions de visiteurs et que les abonnés, c'est 150 000. Hein. Donc, je ne cherche pas à être représentatif de la réalité des populations que je mesure. En revanche, comme c'est en continu, c'est pire qu'au quotidien parce que c'est à la seconde. Donc, il faut que j'ai les 500 au bout du compte. Donc, je vais caper par jour ce que je veux recueillir pour que ce soit réparti par jour. Et ensuite, je vais le répartir en fonction des canaux. Est-ce qu'on est sur desktop ou sur mobile? Et là aussi, il me faut une possibilité de lecture avec des bases suffisantes. Et en fait, cette 1000 par mois, c'est quelque chose de tout à fait suffisant pour pouvoir avoir une stabilité, puisque pendant 3 ans, j'ai eu une très, très grande stabilité. Et puis, et on voit que quand on change le site, il n'y a plus du tout de stabilité. Et que quand on refait des améliorations, on a de nouveau des évolutions. Donc là, ça c'est en continu. Enfin, comme pour les parcours, tout ce qui arrive on-site, c'est du continu. Après, tout ce qui part aussi de nos partenaires, par exemple, pour le service client, on a un partenaire qui est une plateforme qui répond à nos clients qui appellent. Et cette plateforme envoie automatiquement, suite à l'appel, un questionnaire de satisfaction qui est purement lié à l'appel,
qui permet aussi de manager pour cette entreprise comment ça s'appelle, les opérateurs téléphoniques qui sont les plus satisfaisants et qui permet de suivre l'évolution de l'accueil, la rapidité de réponse. Est-ce qu'ils ont dû appeler plusieurs fois pour une seule raison? Est-ce que ça a été résolu? Est-ce que la solution proposée est efficace, etc. Alors, il y a toujours une question ouverte. Pour l'instant, moi, les questions ouvertes, je les ai exploitées seule parce que comme j'ai démarré il y a 3 ans et que j'ai vu pas mal d'acteurs à l'époque qui proposaient de l'analyse de verbatim qui ne me convenait pas du tout, je me suis rendu compte qu'une fois que j'avais isolé, moi, mes clusters de types de réponses, j'allais très, très vite en lecture directe pour pouvoir l'analyser et pouvoir le suivre tous les mois. Le service client téléphone, par exemple, ils reçoivent tous les jours le retour en interne des clients qui ont appelé la veille. D'autres fois, c'est par semaine selon les problématiques, mais sinon, moi, je fais plutôt du reporting mensuel. C'était ça la question, pas du tout. Ah oui, alors voilà. Donc ça, c'est en continu. Après, il y a toutes les études ad hoc que je lance qui sont... en fait, j'utilise MyFeedback comme j'utilisais d'autres plateformes d'études qui étaient beaucoup moins user-friendly et qui m'obligeaient à faire des tas d'extraction de fichiers Excel et de remise en forme, etc. Là, j'ai directement mes rapports qui arrivent et qui sont prêts à la seconde. C'est-à-dire que hier, par exemple, on a lancé une étude sur un dictionnaire culturel et savoir s'ils étaient intéressés pour évaluer un potentiel. Bon, bah ça y est, j'avais 700 répondants ce matin et mon rapport, il est déjà envoyé parce qu'il est automatisé. Il suffit que je prévoie les tris si j'ai besoin d'en faire, mais voilà, les graphiques sont faits automatiquement. S'ils veulent en Excel pour retravailler dessus ou cumuler des mesures, on peut le faire aussi. Donc, c'est un véritable outil qui, à mon sens, remplace aussi tous les outils d'études. Une fois qu'on a les fichiers et qu'on a les échantillons, c'est à nous après de pouvoir mettre des quotas. On peut aussi faire des redressements. Et c'est à nous de bien choisir les échantillons, c'est-à-dire de se dire, voilà, si on a un taux de réponse, bon, sur les abonnés, on a des taux de réponse entre 40 et 60%. Quand on est sur des gratuits, on est entre 0,1 et 2%. Donc ça, il faut le prévoir. Mais ça me permet d'avoir une certaine rigueur dans la façon dont on constitue les échantillons, parce que de toute façon, je pose le socio-démo derrière pour pouvoir faire un redressement s'il y a besoin. D'accord. Merci beaucoup, Pascal, pour votre réponse bien détaillée. Nous avons quelques questions par rapport aux utilisateurs de la plateforme, mais on va y revenir plus tard un petit peu. Donc, on va répondre à ces questions un peu plus tard. Du coup, la prochaine question à propos de l'usage de MyFallback, c'est combien avez-vous de questionnaires sur MyFallback et les questionnaires permanents, les questionnaires exceptionnels? Ouais. Alors, aujourd'hui, j'en suis à 170 000 questionnaires réalisés en 3 ans. C'est-à-dire 170 000 répondants. Mais en permanent, je pense que c'est de l'ordre de 70%. Parce que tout ce qui concerne les abonnés print et le SRC téléphone de ces abonnés print, je suis déjà à plus de 50 000 en 6 mois, donc même pas un an. Ouais. On ne peut pas en laisser un au bord de la route, donc on les prend tous. Voilà. Donc là, du coup, ça fait un gros volume. Après, les formulaires exceptionnels, j'arrête pas d'en lancer au quotidien. Je peux lancer une grosse étude éditoriale en présentant des couvertures, en testant des couvertures, en testant même des campagnes publicitaires pour les titres s'il le faut. Je peux aussi faire feuilleter en mettant les pages d'un magazine et demander ce qu'ils en pensent. Voilà, après, toute une question d'échantillon. La base de tout, c'est quand même l'échantillon. Il faut avoir le bon fichier, l'envoyer à suffisamment de personnes et vérifier après le profil socio-démo. D'accord. Pour les formulaires ad hoc. Parce que exceptionnel, pour moi, ce sont des études ad hoc. D'accord. Bon, merci beaucoup. Et du coup, la prochaine question, c'est dans quel contexte utilisez-vous les règles de ciblage
Là, je pense qu'il s'agit de ce qu'on appelle les attributs sur MyFlowBack. Ah, les attributs, ok, d'accord. Est-ce que vous les Eh ben utilisez? oui, ça y est, j'ai pris votre langage, hein. Alors, les attributs, ce sont toutes les variables que je fais remonter dans les résultats. En fait, euh, les fichiers, ils sont pas générés chez moi. Je leur envoie une URL avec ce qu'ils veulent faire remonter. Ça peut être l'email, le nom, le prénom, ça peut être l'ID, ça peut être le numéro d'abonné, ça peut être, pour les maisons du voyage, ça peut être la date à laquelle ils sont partis. Enfin, il y a énormément d'attributs possibles. Et ces attributs regroupés, ça fait un segment de ciblage. Et ce ciblage remonte directement dans les résultats. Donc là, ça évite de poser les questions, en fait. On ne va pas dire aux gens, vous êtes parti quand, quel est votre email, etc. Tout ça, on l'a automatiquement via les fichiers. Donc ça revient et ça remonte tout seul. Alors c'est vrai que ça demande des tests. Juste avant de lancer, il faut absolument vérifier que ça remonte bien. Et c'est vrai que les gens qui ne le font pas souvent en interne, ils rament un peu au début, enfin, voilà, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de le faire. Mais ça va très vite et une fois que ça remonte bien, ça me permet surtout, moi, de faire des tri derrière entre, par exemple, des abonnés print et des abonnés web, entre les différents rôles qui existent dans les abonnements, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. D'accord. Et ciblage sur le site web, si vous faites la diffusion sur votre site web. Ouais, c'est-à-dire Si vous sur mon diffusez. site web, eh ben, je recueille sur mon site web, je recueille s'ils sont abonnés print, abonnés web. Là oui, j'ai créé des flags. Ce que vous appelez des flags, c'est-à-dire j'ai regroupé différents rôles dans les fichiers qui me permettent de voir qu'ils sont abonnés print ou abonnés web. D'accord. Et ça remonte dans les résultats Insight en continu. D'accord. Et les conditions de déclenchement des questionnaires sur votre site internet, quelles sont les Oui. conditions, donc quelles sont les conditions de personnalisation, les triggers? Alors en fait, moi j'utilise les résultats Google Analytics pour choisir les modalités de capping. Si j'ai une moyenne de 3 pages vues et que je veux quelqu'un qui connaisse bien le site, je vais mettre qu'il ait vu au moins 3 pages. Si j'ai une durée de visite de 7 minutes, je vais aussi pouvoir ajouter qu'il faut qu'il ait passé au moins 7 minutes parce que je vais être dans la moyenne. Tout ça, ça permet d'être plus représentatif aussi de la population qu'on veut interroger. On peut aussi prendre ceux qui sont juste passés et c'est justement intéressant de pouvoir comparer avec ceux qui sont connaisseurs. J'ai quoi d'autre comme condition? J'ai le fait qu'ils n'aient pas été interrogés par d'autres campagnes, dans d'autres campagnes, qu'ils n'aient pas 15 000 études sous le nez en même temps. Donc, on évite de les sursolliciter. Le fait qu'il faut que ça atteigne temps par jour, ça aussi, ça rentre dans les conditions. Bon, bah, toutes les actions sont possibles. Hein. Après, chaque cas est tellement particulier, il faut rentrer dedans. D'accord. Et juste par rapport à ce sujet, une nouvelle question d'Alexis. Comment distinguez-vous vos abonnés print et web? En lien avec un CRM? Bah oui, parce que chez nous, ça s'appelle des rôles. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça ailleurs. Ça a été créé comme ça. Euh, donc, il y avait énormément de types d'abonnements, ceux qui étaient, ils s'appelaient print ou business ou select. Enfin, c'est parce que c'est un historique complexe. Euh, et ils les identifient sur leurs fichiers avec avec les UID ou je sais pas trop. Enfin, c'est très technique là, moi, ça remonte, moi, c'est tout ce que je demande. Et que je puisse moi regrouper les rôles de manière à bien identifier abonné print, abonné web. Okay. Est-ce que cette information est disponible dans le data layer Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Oui, c'est ça. J'ai pas dit data layer, mais c'est ça. D'accord. Bon, merci. Une prochaine question sur l'utilisation. Est-ce que vous utilisez MyFlowBack pour benchmarking? C'est-à-dire benchmarking de quoi? Benchmarking en comparaison avec vos concurrents, peut-être. Enfin, il n'y a pas de plus de précision. Peut-être Alexis pourrait nous développer cette question. Ben, je peux pas aller interroger mes concurrents. D'accord. Donc, Ben, je peux demander qu'est-ce que font mes lecteurs
d'autres. Qu'est-ce qu'ils lisent d'autres et qu'est-ce qu'ils vont voir d'autres comme site. Mais benchmarker quoi? Le benchmarking, c'est plutôt les étalons du NPS, par exemple. Quand j'ai testé toutes les newsletters, testé l'application, testé le parcours, testé le SRC, testé le site, j'ai une idée du niveau de NPS qui peut être très varié selon les populations. Vous pouvez avoir un NPS négatif sur des gratuits et très élevé à plus de 26 sur des abonnés. Et donc, mon benchmark, moi, c'est plutôt la création d'étalons. Mais le benchmark par rapport à la concurrence, je ne peux pas lancer sur les autres sites ce que je fais. D'accord. Oui, c'est ça. C'était ça la question? Oui, je pense que c'était ça la question. Oui, du coup, une autre question. Quel est l'indicateur que vous utilisez le plus? Je pense qu'il s'agit des indicateurs de satisfaction. Ouais, alors il y en a quand même plusieurs parce que la satisfaction, on la suit. Il y a un reporting très très synthétique que je fais tous les mois où je mets systématiquement satisfaction et NPS pour toutes les mesures en continu. Et j'ajoute ensuite les indicateurs clés, par exemple sur le SRC téléphone, ça peut être les difficultés de solution, répondre à la connexion technique ou des choses comme ça, l'accueil ou la rapidité. Mais les deux principaux, c'est le NPS et la satisfaction. Et je ne m'intéresse que au très satisfait. Je ne prends pas le global satisfait. D'accord. Et pourquoi? Pourquoi je prends que les très satisfaits? Oui. Parce qu'ils sont déjà très nombreux. et que je regarde l'évolution sur ces très satisfaits, ça me donne forcément par défaut l'augmentation de ceux qui ne sont pas satisfaits si ça baisse. Et la baisse des assez satisfaits, pour moi, c'est déjà un point négatif. Oui, donc comme ça, vous avez plus de précision. Ouais, enfin, c'est plus rigoureux. Après, dans les études en général, quand on fait des satisfactions, c'est vrai qu'on sait que si on a 30 ou 40% de très satisfaits, en général, c'est qu'on a un très bon résultat. C'est un peu pareil là. Et le cumul, c'est un cumul qui se fait pour la régie pour montrer qu'il y a beaucoup de monde. Mais moi ici, je ne suis pas là pour faire plaisir. D'accord. Et une question sur les indicateurs. En interne, vous faites bien la distinction entre NPS et SATSI? Alors ça, c'est un gros travail de pédagogie à faire, notamment dans un milieu de gens qui ne sont pas tellement au fait avec les études. D'ailleurs, je ne sais pas dans quelle boîte les gens sont au fait avec les études, mais en tout cas, dans l'édition et dans la presse, les journalistes ne sont pas très marketing et études. Mais les directeurs des rédactions maintenant suivent le NPS parce qu'il y a un moment où il faut avoir un indicateur standard qui soit reconnu aussi par le marché de l'expérience client et leur faire prendre en compte que c'est ça qui suit et qu'on a des étalons, que maintenant il en existe aussi par secteur. Et voilà, c'est ça le KPI principal. Et puis la recommandation, on sait très bien que c'est une application particulière. Oui, d'accord. Du coup, est-ce que la plateforme a changé la façon de piloter les actions? Est-ce que cela vous aide dans la compréhension des désabonnements ou dans la rétention de vos abonnés? Bah oui, bien sûr, c'est ce que je disais au début. On lance tout le temps des nouvelles mesures. Là, par exemple, on a une boutique sur le Figaro. On va lancer ceux qui abandonnent au moment de leur surf sur la boutique. Alors, ce qui est complexe, c'est de préparer la liste des raisons. Parce que si vous mettez un autre, on s'aperçoit que très vite, ils ont envie de parler et ils répètent la même chose que ce qui a été dit. Donc, après, il faut prendre un peu de recul pour pouvoir interpréter et éventuellement se dire j'abandonne les autres, je les analyse à part, s'ils ont vraiment un sens et s'ils ne sont pas en fait des répétitions des raisons qui ont été proposées. Pour la résiliation, c'est la même chose. Pour les abandonnistes du parcours transactionnel d'abonnement, c'est la même chose. Ce qu'on avait fait aussi, c'est que ceux qui donnaient. Alors, dans les actions post-feedback, il y a des choses qui ont été faites aussi pour de la fidélisation, sur ceux qui
non, écho d'acquisition. Ceux qui donnaient, qui étaient promoteurs du parcours, du site. Ceux qui étaient promoteurs du site, on leur envoyait une proposition de partage et de parrainage. En leur demandant des gens dans leur entourage qui seraient intéressés de parrainer à un prix intéressant, par exemple. Et en fait, ça permettait de gagner des dizaines d'abonnés par mois parce que le parrainage, on envoyait un premier email en disant on est très content que vous vous aimiez, donc si vous voulez partager cette satisfaction, vous pouvez la partager avec 5-6 personnes, et les emails ensuite, et on proposait ensuite aux filleuls de s'inscrire. Donc, il y a des propositions de parrainage, il y a des propositions de cadeaux. On peut faire plein de choses pour fidéliser. On peut faire aussi des cadeaux. C'est vrai qu'il n'y a pas de vrai programme de fidélisation, souvent dans les programmes d'abonnement des sites de presse. Et c'est très demandé aussi, parce que ce sont des gens qui sont là depuis très longtemps, qui sont ultra fidèles et qui ont envie d'être un tout petit peu récompensés. Donc voilà, ça c'est de la fidélisation, et en acquisition, on va plutôt aller attraper des prospects en demandant justement si vous voulez parrainer des gens qui ne sont pas abonnés. Voilà. On fait plein de choses, je pense pas à tout là. D'accord. Et pour plus d'efficacité, vous conseillez de travailler au préalable les questionnaires, de bien formuler les questions. Ah ouais. Ça c'est fondamental, et ça oblige aussi les équipes au sein de l'entreprise de se poser et de bien se centrer sur l'objectif premier de ce qu'ils veulent réaliser, mesurer. Parce que souvent ils arrivent, ils disent bon ben voilà, moi je veux ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça, et en fait ce sont 3 échantillons différents, 3 études différentes, et on ne pourra pas tout mesurer en une seule. Et il faut choisir, il faut hiérarchiser, il faut être très rigoureux dans la façon dont on formule les questions, dans la façon dont on imagine la réponse. Et puis aussi, on avance step by step. C'est toujours pareil. Quand on voit que y a des réponses qui ressortent dans autres qu'on a oubliées, ça peut arriver. On va rajouter un item et on sait qu'à partir de telle date, on a rajouté l'item. Donc forcément, le suivi il va être un peu différent en termes de stats. Mais ça, c'est un mot d'alerter et de le garder en tête. Oui. Bon. Et nous avons une autre question très intéressante. Comment la satisfaction client impacte le choix managériaux d'une entreprise, et est-ce qu'il faut toujours en prendre en compte? Alors moi, j'ai tendance à dire oui. Après, il y a des résistances, forcément. C'est comme dans les études éditoriales. Quand vous arrivez face à un éditeur et que vous lui dites que bon, bah, le concept, ça va pas le faire, c'est difficile à entendre, ou qu'il y a des critiques à faire, ça demande un peu de diplomatie. Mais bon, c'est normal, ça fait partie du métier. Après, le prendre en compte, oui, parce que quand on a des reportings mensuels depuis 3 ans et qu'on voit que tout à coup, il peut y avoir une chute ou même une forte augmentation, il faut savoir pourquoi. Je sais que moi, je dépends de la direction générale, donc je suis plutôt soutenue en tant que métier pour être utilisée de façon transversale. Et puis ensuite, moi, je m'aperçois que ça prend du temps d'être prise en compte, mais que les résistances tombent. Et là, au bout de 3 ans, je trouve que c'est très positif la façon dont ça évolue. Il y a pas mal de jeunes digital qui s'imaginent qu'ils vont aller mesurer l'expérience client en utilisant 2-3 outils Google et en balançant à Google toutes leurs adresses. Je pense pas que ce soit la meilleure solution. Et puis surtout, ils ont vu qu'il y avait un vrai métier et une vraie plateforme qui permettait de le faire. Et maintenant, ils suivent de façon très très précise et ils sont très assidus pour suivre l'évolution et voir chaque mois comment ça évolue. Et donc, oui, il y a des interactions beaucoup plus fréquentes et des questions derrière qui me reviennent. Est-ce qu'on peut aller fouiller tel sujet, la modération, la vidéo. Oui, c'est toujours compliqué de garder cet équilibre. Oui, mais ça commence à prendre beaucoup de pas de poids au sens où c'est lourd à porter, mais
en tout cas, c'est entendu et des évolutions sont faites quand il y a des problèmes et quand il y a des irritants nouveaux qui arrivent. Parce que moi, je fais chaque mois la liste des irritants, l'évolution des irritants, ceux qui augmentent et ceux qui baissent. Euh, Comme ce sont des lecteurs assez tatillons, j'ai à peu près 250 verbatims par mois. Et sur ces 250 verbatims, je vais avoir euh, une part importante qui pourra être liée soit à la ligne éditoriale et qui va être lue par les rédactions, soit sur la forme du site et qui va aller effectivement là être vraiment retravaillée par les équipes qui réalisent le site et techniques. Et tous les autres irritants qui ressortent, quand ils remontent, j'alerte. Après, il y a des. Alors, est-ce que c'est toujours pris en compte? Non, voilà, il y a des attentes business, clairement. Euh, j'ai beau leur répéter que la vidéo peut être un irritant, que les gens sont parfois énervés. Bon, bah, il y a un moment où la vidéo est indispensable et elle est aussi très appréciée par ailleurs au global. Il faut savoir peser le pour et le contre et puis voir aussi ce que ça rapporte publicitairement, notamment. D'accord. Bon, merci beaucoup. Je pense que nous allons reprendre à juste une dernière question concernant votre usage dans MyFlowback. Ouais. Du coup, une question de précision de la part d'Alexis. Une enquête 100% répondue, un point gagné, 10 points, un mois d'abonnement gratuit. Est-ce que c'est ce que vous faites, du coup? De quoi? Une enquête, je pense que c'est la question sur la motivation de vos... Les incentives? Oui, pour répondre aux questions, du coup, je n'ai pas besoin d'incentives. Ils ont tellement envie de s'exprimer. Non, je peux avoir besoin d'incentives sur des problématiques plus pointues. Mais bon, ça va être quand j'utilise le panel, par exemple, qui est un panel qui a été créé il y a très longtemps. Ils sont habitués à avoir sur ce panel des cumuls de points. Bon, c'est une population qui utilise très très peu et vraiment que pour des études éditoriales où j'ai pas de fichier et où j'ai besoin d'avoir des gens accros au Figaro. Mais il y a des biais énormes dans un panel parce que là, ils sont habitués à l'incentive. Donc non, en général, on n'a pas d'incentive, sauf si on voit qu'on n'arrive vraiment pas à avoir de répondants. Si on met sur une newsletter à un endroit et que c'est pas assez visible, donnez-nous votre avis sur cela et gagnez 50 places de cinéma. Bon, on a la chance d'avoir Tic et Tac dans la maison, donc il y a des partenariats internes et des synergies qui se créent, mais c'est très rare. Tout ce qui est fait en continu, il n'y a pas d'incentive. Et il y en a très très peu qui sont agacés. Hein. J'en ai même pas un par mois qui dit votre questionnaire m'énerve. Hein. Ils sont super contents. Il y en a plein qui disent même oh, c'est gentil de me demander mon avis. Je suis contente de pouvoir le dire. Ah, oui. Ouais. Oui, d'habitude, les les prospects sont toujours contents quand on demande leur avis. Ça veut dire qu'on va les clients, oui, les prospects aussi d'ailleurs. Ouais. C'est très rare qu'il y ait des gens. J'en ai peut-être un ou deux par mois sur le parcours qui disent oui, ça m'embête votre truc, mais bon, de toute façon, ils ont une croix, ils peuvent le fermer. Voilà, ils ne sont pas obligés de répondre. Moi, à partir du moment où c'est capé, où je mets 500 sur le parcours transactionnel tous les mois, non, il n'y a pas besoin d'incentive. Sauf pour des études éditoriales qui sont très longues. Si je lance une grosse étude et que je parcours l'ensemble du titre et que le questionnaire est très long, là oui, mais c'est plutôt rare. D'accord, parfait. Bon, je pense qu'on va passer à l'autre bloc de questions. Sur l'implémentation de la plateforme, nous avons déjà eu quelques questions de la part de nos participants. Voilà, la première question, c'est votre retour d'expérience sur l'implémentation en interne d'un point de vue technique et informatique, les délais, le coût. Alors moi, j'ai été accompagnée les premiers mois par quelqu'un de la DSI. Donc tout ce qui est technique, j'ai un peu délégué, mais j'avoue que ça a été assez vite, assez fluide et moi, venant des études et le voyant arriver sur mon ordinateur, je trouve ça plutôt magique. Hein. En termes de délai, ça a été suivi et ça s'est fait rapidement. On a fait des tests, hein. On a fait un pilote. J'avais fait un benchmark des plateformes d'expérience client, donc à la fois en termes d'accompagnement, de délai et de coût,
et de possibilités de toutes les fonctionnalités de la plateforme, j'avais choisi MyFeedback. Une fois que c'est implémenté et que ça fonctionne très bien, je suis très bien avec. Voilà, j'ai pas l'intention de bifurquer tant que ça fonctionne très bien. Donc les coûts sont tout à fait acceptables. Après, ils sont répartis en fonction des nombres de questionnaires. Mais enfin, comme le gros va aux abonnements, ce sont eux qui prennent ça. Et c'est pas énorme du tout parce que par an, ça va représenter quoi? Une grosse étude éditoriale que j'aurais lancée avec Ipsos. Ouais, d'accord. Et du coup, l'autre question, qui utilise-t-il dans votre entreprise et quel service? Et nous avons eu une question similaire. Voilà, quel service utilise la plateforme? Qui a l'accès à la plateforme? Ben, c'est moi principalement toute la journée. Oui. Ensuite, j'ai donné des accès à tous ceux qui peuvent en avoir besoin. Par exemple, celle qui est responsable du service client, elle peut retoucher tous les rapports, sachant qu'elle fait des rapports à la fois pour notre partenaire qui répond par téléphone, des synthèses pour d'autres personnes internes. Elle aussi fait un reporting spécifique. Et donc, elle peut aller ajouter des tris ou rajouter des graphiques ou des résultats. Après, j'ai donné le même accès à d'autres gens qui, parce qu'ils avaient envie, je pense, d'avoir un accès, mais ne l'utilisent pas. Parce qu'en fait, quand même, bon, avec mes feedbacks, il y a quand même 2 jours de formation. Donc, ces 2 jours de formation, ils sont absolument essentiels pour pouvoir au moins avoir une idée de toutes les fonctionnalités. C'est quand même un véritable outil de travail au quotidien. Moi, je sais que quand j'ai pas fait, par exemple, une étude avec envoi par email ou avec tel endroit, arriver à tel endroit sur le site ou des choses comme ça, je peux même avoir oublié si je l'ai pas fait depuis 6 mois. Donc, ça nécessite d'être dessus. C'est pas la peine de mettre 50 personnes dessus. Bon, on leur donne accès parce que ça leur fait plaisir et que c'est surtout de la transparence. Ils font ce qu'ils veulent. Hein. Maintenant, je leur donne pas accès aux diffusions parce que j'aurais trop peur qu'ils fassent des bêtises. Hein. Quand c'est en diffusion en continu, s'ils m'en désactivent une, voilà, c'est pas l'idéal. D'accord. Mais du coup, est-ce que En vous revanche, ce que je partage, et ça, voilà, tout le monde est de façon automatique, ce sont tous les résultats. oui, Là, j'ai pas besoin de m'en occuper du tout. Une fois que les envois automatiques sont paramétrés, ils reçoivent tous au quotidien le SRC, en hebdo les sites particuliers, etc. En mensuel, leurs résultats de site sur TikTok, à la fois les verbatims s'ils veulent les analyser. Moi, je le fais s'ils me le demandent. Je le fais sur le site Figaro de toute façon, parce que ça, on le suit très près. Et puis, ils reçoivent, voilà, ils reçoivent tout, même les rapports d'études ad hoc, je les envoie en automatisé. Dès que je sais que j'arrive à attendre répondant, même si je sais que c'est pas encore complètement terminé, ça leur donne des premiers résultats et je leur fais une petite synthèse. Voilà. d'accord. Donc, vous faites le partage de dashboard Ah oui. avec le service. Et est-ce que vous Alors, il pouvez... y a d'accord qu'on avait construit aussi avec vous. Donc là, ils ont un partage soit via URL, soit via email. Et ils peuvent aller regarder comment évolue, notamment sur les sites abonnés gratuits, le NPS, la satisfaction et tous les critères de satisfaction qu'on mesure. Et ça, ils peuvent le faire en filtrant selon le support desktop, mobile, tablette, en fonction de la période, de la semaine, du jour où on a changé les choses ou pas, etc. D'accord. Et combien de services dans votre entreprise reçoivent les dashboards, les rapports? Tous ceux qui sont concernés. Euh, la tech, ceux qui font le site, la DSI, les abonnements, le marketing, les rédactions, enfin les directions de rédaction parce que sinon ça fait trop de monde. Euh, par exemple, les maisons du voyage, bah, c'est tous les directeurs commerciaux dans les différentes maisons, tous ceux qui le veulent en fait. Hein, on me donne les personnes avec qui on veut partager de façon régulière et je partage. C'est complètement transparent. D'accord. Bon, tous ceux qui sont concernés.
Et du coup, une autre question. Est-il relié à des outils internes? Si oui, comment s'organise la liaison entre les différents outils d'un point de vue utilisation? Alors, les outils internes, vous parlez des outils de CRM? Parce que moi, je fais remonter aussi dans la data, en fait. J'ai oublié de le dire, mais je fais remonter dans Crux, enfin CGA maintenant. Je fais remonter les NPS. Et après, ça me permet de faire des analyses spécifiques sur les. Par exemple, mes promoteurs, est-ce qu'ils vont aller surfer de la même manière que mes passifs ou que mes détracteurs? Et ça permet quand même de faire des études qui nous permettent de mieux connaître aussi qui sont ceux qui sont à fidéliser et qui sont ceux qu'il faut vraiment retravailler. Et comment ils surfent, et où est-ce qu'ils vont, sur quelle rubrique, etc. Donc, je vais faire monter dans la data. Après, outils internes, oui, il y a tous les outils de CRM. Il y a, on est plugué avec Zendesk aussi. On est plugué avec Trustpilot, Salesforce. On peut faire ce qu'on veut. Après, quels D'accord. outils internes? Et dans Zendesk, vous faites remonter l'information pour faire quoi ensuite? Ça remonte au service client en fait. Donc, Donc, par exemple, ça vient se cumuler avec tout ce que je mesure. d'accord. Donc, un client non satisfait, il est remonté automatiquement. Ouais. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va, on va intégrer une mesure dans la FAQ. Là, on va voir comment le plug entre ce qui passe si Zendesk et comment ça remonte après dans les feedbacks. Et puis, on va sans doute peut-être aussi lancer sur l'espace client quand ils s'inscrivent ou se désinscrivent à la newsletter, pour quelles raisons. Voilà. D'accord. Et si vous envoyez les questionnaires par mail, est-ce que vous les envoyez via MyFeedback ou via votre outil Les, d'emailing? en fait. Moi, j'aime bien quand c'est pas envoyé par feedback parce que je me sens moins seule. Non, mais c'est envoyé. Je le fais, je prends pas les fichiers abonnés et tout ça dans la plateforme. Ne serait-ce que pour des questions de RGPD ou des choses comme ça, je ne le prends pas dans la plateforme. Ça part de chez eux, donc ça part soit de Salesforce quand c'est les maisons du voyage, soit notre outil interne, c'est Legend, quand ce sont des lecteurs de newsletters abonnés ou des gens qui ont un compte et qui répondent qui commentent les articles. Ou, voilà. Là, je donne l'URL hein, et c'est eux qui l'intègrent dans un email qu'ils préparent. Après, j'envoie aussi via MyFeedback pour d'autres sujets. Par exemple, quand c'est le panel ou quand c'est des fichiers spécifiques de voyageurs qui reviennent de voyage et j'envoie directement l'email pour mesurer la satisfaction. D'accord. Mais faire attention de ne pas avoir des questionnaires trop longs, je crois que c'est important de le rappeler. Oui, je suis d'accord. Et il y a la fonction maintenant questionnaire terminé qui est pas mal. On sait combien ont été jusqu'au bout. Oui, c'est vrai. Et du coup, l'intégration avec ces outils, est-ce que c'était compliqué pour vous à mettre en place? Pour moi, non. Non, je crois pas. Non. J'ai pas. Non, j'ai pas eu l'impression. Enfin, j'étais avec quelqu'un d'ADSI et ça avait l'air d'être très clair pour cette personne, donc chacun son métier. D'accord. Bon, c'est parfait. Une petite question de la part d'Alexis par rapport à l'intégration encore. Les réclamations en lien avec une mauvaise remontée client sont- sont-elles traçables avec MyFeedback si réclamation est tracée dans un desk? Quoi, entre Zendesk et MyFeedback? Oui, oui, oui. Oui, oui, puisqu'il suffit de plugger l'API. En fait, c'est assez simple. Hein. Bon, après, je sais pas. Hein. Je sais pas si Julien est là. Julien, il peut peut-être expliquer mieux que moi comment on plug des API. En gros, en fait, MyFeedback met à disposition de l'ensemble de ses clients des connecteurs natifs, et notamment avec Zendesk, qui permettent de brancher assez facilement la solution MyFeedback avec l'écosystème Zendesk. Et donc, ce qui simplifie l'intégration de la solution sur ce type d'outils. Donc, c'est à mon avis pour ça que vous avez ressenti une facilité d'intégration, puisque au final, c'est que du plug and play. Une fois qu'on a activé le connecteur dans la suite MyFeedback, des acteurs métiers comme vous
peuvent réintégrer des données et créer des tickets dans Zendesk, par exemple. Voilà. Ouais. Donc, Ça, on voilà. est en plein développement de ça. Voilà, exactement. Donc, c'est pour ces raisons-là que l'intégration a été très simple avec Zendesk. Mais c'était simple, même avec Trustpilot finalement, parce que oui, ça voilà. demande quelques réunions techniques. Exactement. Et puis ça a donné lieu à un vrai connecteur. Donc au final. Et là, oui, et là c'est un connecteur. Puis là, il y a une vraie action derrière qui est hyper importante dans la remontée en référencement dans Google. Tout à fait, exactement. Après ça, c'est plutôt le métier de Trustpilot, mais en effet, il me semble que vous arrivez à détecter vos Ouais, mais ça promoteurs. part de MyFeedback, ça part d'une mesure de satisfaction. Exactement. Pour faciliter les choses. Je vous repasse la parole. Du coup, je pense que si nous n'avons pas d'autres questions concernant l'implémentation de la plateforme, nous allons passer vers les questions sur votre collaboration avec MyFeedback. Donc, pour savoir comment ça se passe de votre point de vue. Du coup, pourriez-vous décrire la relation que vous avez avec MyFeedback? Combien d'échanges? Comment ils s'organisent? Alors, au début, on en a eu beaucoup. Les premiers mois, MyFeedback était très, très présent. Ils sont venus faire une formation pendant 2 jours. 4 personnes qui allaient toucher à la plateforme étaient finalement soldées par une, qui est moi. Et bon, après, c'est de l'aide technique. Hein. À la DSI, il y a une fille qui m'aide, qui peut gérer quand j'ai un problème technique. Mais sinon, en général, j'appelle MyFeedback et Julien, si c'est un problème technique. Et puis, les échanges, ils sont de plus en plus étalés dans le temps parce que, à force de m'en occuper tous les jours et de m'en servir tous les jours, je commence un peu à maîtriser la plateforme. Donc, je lance plein d'études sans appeler MyFeedback. Et c'est surtout quand je fais quelque chose de nouveau. Voilà, l'envoi via email, via MyFeedback, c'est quelque chose de récent. Donc, j'ai besoin d'aide pour faire remonter les segments. Il faut faire attention aux attributs pour qu'ils soient bien mis par défaut, machin. Enfin, voilà, toutes ces choses-là qu'il faut quand même checker. On a un échange tous les 15 jours avec un point sur les études en cours et sur les questions à poser. Mais moi, je sais que je peux appeler n'importe quand au secours, j'ai un problème. Par exemple, quand on est passé en 2020, les graphiques que j'avais préparés ont été un peu bousculés. Je pense que c'était une question de chiffres parce que 0,1,20 arrivait devant juillet. Donc, c'était plus dans la continuité. En fait, il suffit de le mettre dans l'ordre. Enfin, voilà, il fallait refaire ces ordres-là. Et en fait, j'avais besoin juste qu'on me confirme que ça fonctionnait, qu'il n'y avait pas de bug. Voilà, les échanges s'organisent en fonction s'il y a une urgence, ce qui est assez rare. Et j'alerte tout le monde. Ouais. Et si jamais il y a cette urgence, est-ce que vous êtes satisfaite de la réactivité d'équipe MyFeedback? Oui, en général, j'ai tout de suite quelqu'un. Alors après, j'ai changé 2-3 fois de personne de référence, mais bon, ça s'est toujours très bien passé. Donc, welcome à la nouvelle. Et tant qu'il maîtrise la plateforme, il n'y a aucun problème. C'est un plaisir d'entendre. Oui, j'ai pas trop de problème en fait avec vous. Mais du coup, quand même, de votre point de vue, quels sont les points positifs et négatifs et quels sont les axes d'amélioration de MyFeedback? Bon, les points positifs, c'est que la plateforme elle est super bien foutue quand même. Quand on l'utilise tous les jours, elle a vraiment toutes les fonctionnalités et on arrive à faire tout ce qu'on veut. Excepté en négatif, moi qui suis une femme d'études, j'aimerais bien pouvoir regrouper des items au sein d'une question quand j'ai pas suffisamment de base pour pouvoir faire les tris. Par exemple, quand on m'impose de mettre moins de 35 ans et que moi je dis non, il faut commencer à moins de 50 et qu'on me l'impose, j'ai personne, moi, entre 35 et là. Donc, il faut que je puisse regrouper les items. Donc, il faut que je puisse après avoir mes 2 populations ou 3 populations, mais pas plus. Donc, il faut faire attention avec les items pour pas trop étaler la répartition et pour avoir des bases suffisantes et que ce soit cohérent. Voilà. Les axes d'amélioration, en fait, il y a une amélioration en continu quand même. En 3 ans, il y a pas mal de choses qui ont été nouvelles et que j'ai utilisées.
Euh, euh, vous en parleriez mieux moi parce que moi je me souviens même plus. Mais peut-être. Ah oui, les taux de réponse. Quand vous donnez les taux de clics ou les taux de réponse, ils sont calculés sur ceux qui cliquent sur une copine quand elle arrive sur le site en continu. Donc là, c'est très bien, je vois le taux de réponse. Mais quand il y a un envoi d'email, en fait, c'est ceux qui vont répondre, rentrer dans le questionnaire après avoir cliqué sur l'email. Donc ça ne me donne pas un taux de réponse. Je suis obligée d'aller chercher après au CRM quel a été le taux de clic et tout ça. Mais bon, c'est faisable. Bon, merci beaucoup pour votre feedback. Nous allons De rien. prendre ça en compte et je vais passer tout ça à Julien, sûrement. Peut-être une petite dernière question. Ah si, j'aimerais bien une barre rouge d'avancée du questionnaire dans les différents maquettes possibles. Je sais qu'il y a une barre avec les pages possibles, mais Oui. en fait, j'aimerais bien avoir un pourcentage Oui. quand le questionnaire est long. Pour mes études éditoriales surtout, parce qu'en fait, en expérience client en continu, c'est pas très utile, je suis d'accord. Je me permets d'intervenir. Donc, en fait, Oui. plus largement, nous, on s'efforce en fait de construire la roadmap autour des besoins de nos clients et de notre stratégie. Et donc, pour répondre à cette question, sur l'année 2020, il risque d'y avoir un nouveau thème de questionnaire, et à mon avis, qui embarquera ce type de feature. Okay. Voilà, mais pour plus largement, en fait, notre roadmap est construit à partir des besoins de clients en priorité. Et donc, les évolutions qu'on amène tout au long des mois sont basées sur ces retours-là. Voilà, donc n'hésitez pas à en faire. Hein. De toute façon, on a un process pour ça. Et voilà, on priorise en fonction. Et c'est vrai qu'il y a les regroupements d'items au sein d'une variable, ça m'intéresse bien. Voilà. Donc, on va prendre note de tout ça. Même quand il y a des raisons de désabonnement, si je veux regrouper en type de raison, c'est pas mal. Ouais, je comprends. C'est noté. Une petite dernière question, peut-être sur votre travail avec MyFeelback. Est-ce que MyFeelback vous aide dans l'analyse de vos verbatims? Je sais que vous m'avez proposé quelque chose parce que vous avez sorti un outil qu'on appelle d'intelligence artificielle comme tous les autres qui sont sortis. Mais en fait, pour moi, c'est pas suffisamment fiable parce que quand j'ai un verbatim qui me parle à la fois du contenu rédactionnel, de la forme du site, de la vidéo, de la modération, des fautes d'orthographe, des choses comme ça, et qu'il y a du positif, du négatif, j'ai pas l'impression que tout soit optimal. Et aujourd'hui, moi, je vais très très vite parce que je connais par cœur les couleurs de chacun des sujets. Et en fait, je prends un fichier Excel et en quelques heures, j'ai rempli toutes mes couleurs, je filtre et je sais exactement. Ça va plus vite de faire comme ça et je préfère les lire. Franchement, je préfère les lire. Bon. Je trouve pas que ce soit encore optimal, tous les outils qui sont proposés en analyse de verbatim. Et après, quantifier les verbatim pour une femme d'études, c'est un non-sens. Donc, je ne le ferai pas. Je les quantifie en mettant entre parenthèses combien il y a de personnes. Oui, mais c'est pas un graphique où je vais comparer le nombre de verbatim. Statistiquement, ça me paraît pas très très rigoureux. Ça reste du quali, ça reste de l'ouvert et ça reste du ressenti à transmettre. Voilà. Après, il y a aussi des signaux faibles qui sont très peu cités mais qui peuvent être intéressants. D'accord. On va peut-être reprendre une toute dernière question. Est-il prévu que le CRM puisse nourrir en information de MyFeelback? Je pense que c'est la question plutôt sur la personnalisation de vos questionnaires. L'information que vous avez dans votre CRM, que vous pouvez utiliser. Oui, oui, avec les attributs notamment. Oui, donc la réponse est oui. Bah oui, avec les attributs dans le CRM, on va chercher exactement les personnes qui nous intéressent. Par exemple, si je veux lancer une étude sur une verticale, sur un sujet particulier, je vais aller chercher les gens qui sont, si je veux, des purs prospects ou des jeunes et que c'est rentré dans le CRM, je prends que les jeunes et que ceux qui ne sont pas abonnés à ce type de sujet. Ou au contraire, je vais aller prendre ceux qui sont abonnés à certains newsletters qui sont proches du sujet. Et ça, je le fais remonter dans ma feedback. Oui. Je peux avoir aussi des centres d'intérêt de la data, hein, mais je ne l'utilise pas. Ouais. Bon. Je pense que, voilà, puisque nous avons
pas d'autres questions. Voilà, je pense que la session était bien complète. Je vous remercie beaucoup, Pascal, Bah, je vous pour prie. votre partage, pour toutes vos réponses bien détaillées. Voilà, merci beaucoup pour cette Bah, session. de rien. Très bonne journée. Merci, bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir.